Alors bonjour tout le monde, j'ai ici avec moi Pierre Robert qui a sorti un livre sur la pédagogie active qui s'appelle Déchaîner l'intelligence. Pierre Robert, je te laisse te présenter et nous dire un Salut. peu de quoi parle ton livre. Et voilà. Ouais, salut Omar. Donc je m'appelle Pierre, moi je travaille dans la pédagogie depuis très longtemps, depuis toujours, et spécifiquement pour une école qui s'appelle Epitech, qui a une pédagogie un petit peu particulière, on en parlera depuis 17 ans. Euh, j'ai enseigné un petit peu avant dans différents contextes associatifs, j'ai fait une année dans l'éducation nationale. J'ai beaucoup enseigné en fait dans plein de contextes différents avant d'arriver à Epitech. À Epitech, je me suis retrouvé donc à enseigner et à diriger le campus de Lille. Et ensuite, j'ai participé à la création d'une antenne qui consiste nationalement à gérer la pédagogie de l'ensemble des écoles parce qu'il y a 21 campus en France et à l'étranger. Donc pendant une dizaine d'années, j'ai écrit les cursus pour l'ensemble des parcours, l'ensemble des programmes à l'intérieur d'Epitech. Et depuis 2 ans, 1 an et demi maintenant, je suis complètement dédié à la diffusion de notre modèle pédagogique, autant en interne, donc sous forme de formation typiquement, qu'en externe sous forme d'interventions diverses et variées, de conférences ou de tables rondes. Et j'ai Et, commencé ce travail par l'écriture d'un livre qui résume un peu tous les principes sur lesquels repose la pédagogie qu'on applique à Epitech. Et c'est des principes qui sont très connus, c'est des principes qui existent depuis très longtemps, qui existent dans tout type de pédagogie et pour toute classe d'âge. C'est des principes qu'on retrouve chez Montessori typiquement chez les plus jeunes, qu'on retrouve chez Freinet, qu'on retrouve chez plein de pédagogues. Et ça s'applique dans différents contextes, pas que dans le contexte ça s'applique aussi dans d'autres contextes. et alors tu parles de pédagogie active et alors pour le public qui suit un peu, parce que moi j'ai un public assez varié, c'est quoi la pédagogie active? Ouais. La pédagogie active, le principe, c'est de dire que l'apprentissage émerge de l'activité cérébrale des étudiants, des enfants, des élèves. Donc, ça sous-entend une activité cérébrale. La pédagogie active, ça veut dire il va falloir générer de l'activité cérébrale. Euh, Ça veut dire qu'on va privilégier tout ce qui est, alors je vais essayer de sortir du mot actif, mais tout ce qui rend les élèves actifs, au sens où ils vont être obligés de réfléchir. C'est exactement pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Des fois, on est intellectuellement fatigué. Cette notion de, à la fin d'une journée, on est épuisé alors qu'on a fait que du travail intellectuel, mais on est littéralement épuisé. Bah ça, c'est le résultat de l'activité intellectuelle. Et inversement, on peut très bien consommer une vidéo, 8 heures de film, et absolument pas être fatigué parce qu'il n'y a pas d'activité intellectuelle. Donc probablement très très peu d'apprentissage. Voilà, ça c'est le principe qui est derrière la pédagogie active, c'est cette notion d'activité. Et donc la question centrale de la pédagogie active, c'est comment on met les étudiants, les enfants, les élèves, les apprenants en activité tout le temps. En activité, ça ne veut pas dire qu'ils font quelque chose, ça veut dire que leur cerveau travaille. Et alors, alors moi, j'ai eu un doute à un moment donné, c'est une pédagogie que tu as créée pour les étudiants uniquement ou pour tout le parcours de la primaire et supérieure? Alors, alors, cette pédagogie, elle est vraiment appliquée à Epitech depuis maintenant plus de 25 ans. Epitech, c'est plus de 1000 étudiants par an depuis 25 ans, donc ça représente un nombre assez grand d'étudiants. Mais ça s'applique, cette pédagogie peut s'appliquer absolument à tous les niveaux, en fait. Elle peut s'appliquer, moi, presque la même, je l'ai vu appliquer dans des cadres par exemple, d'écoles hors contrat, d'écoles démocratiques. C'est quasiment la même chose qui est appliquée de 2 à 18 ans. Et ça fonctionne dans plein de contextes à nouveau. C'est-à-dire que là, Epitech, c'est quasiment exclusivement de l'informatique, mais pourtant, ça peut s'appliquer à une école de commerce, à une école de ce qu'on veut. Ça peut s'appliquer à un bac pro, ça peut s'appliquer à absolument tous les contextes. En fait, c'est juste une façon de voir l'apprentissage qui est différente de celle à laquelle on est habitué. Et alors, du coup, la pédagogie à laquelle on est habitué, c'est quoi? La pédagogie traditionnelle, c'est une pédagogie du coup passive, ennuyeuse. On dit pas trop passif, ce serait un peu péjoratif. Euh, non, c'est une pédagogie, la pédagogie qu'on connaît, donc on va dire du collège et du lycée, de l'éducation nationale d'une manière générale. C'est une pédagogie qui est née il y a assez longtemps, où les enjeux étaient principalement d'apprendre à lire, écrire et compter à l'ensemble des enfants dans tous les villages de France. Donc ça, c'est quand même des problématiques. Alors, historiquement, hein, évidemment, il s'est passé des choses depuis ce temps-là. Hein. Mais c'est une problématique qui était extrêmement complexe à l'époque, de comment on arrive à toucher tout le monde et comment on arrive à garantir
que le minimum est maîtrisé. À nouveau, historiquement, il y a eu deux écoles qui étaient en concurrence. Et le modèle qui est resté, c'est ce modèle-là, c'est le modèle transmissif, c'est-à-dire on a un maître, une maîtresse, à l'époque un maître principalement, qui est un sachant et qui va transmettre à l'ensemble des enfants du village ce qu'ils doivent savoir. Donc c'est pas du tout basé sur l'activité, c'était pas les questions qu'on se posait à l'époque, c'est basé sur la transmission de connaissances. Historiquement, évidemment, ça a beaucoup évolué, fort heureusement, mais ça c'est le modèle historique. Et le cours magistral, donc le modèle historique, c'est un peu le cours magistral. Et parce que je sais on fait beaucoup de reproches au Il y a- cours magistral, du coup. ouais. Mais alors, quel est le problème avec le cours magistral? Bah, si on prend par le prisme de l'activité, il n'y a aucune garantie d'activité cérébrale de la part des apprenants. Loin de là même. Donc ça ne veut pas dire du tout qu'il faut bannir les cours magistraux. Ça veut dire qu'il faut les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une transmission directe de savoir. Si c'est dans un contexte maîtrisé, c'est-à-dire si on sait qu'on fait ça pour une bonne raison, pourquoi pas. Si c'est la raison de base, la transmission de base se fait en cours magistral et systématiquement, la question qu'on pose nous depuis maintenant très longtemps, c'est qu'est-ce que ce cours a de plus qu'une vidéo YouTube? Et c'est une vraie question qu'il faut se poser en fait. Il ne faut pas éluder cette question en se disant n'importe quoi, il y a l'humain, etc. Bien sûr qu'il y a l'humain, bien sûr. Mais est-ce que le rôle de l'humain, c'est vraiment de reproduire quelque chose qui existe déjà à disposition de l'étudiant, où il veut, quand il veut, ou de l'élève, où il veut, quand il veut? Une vidéo YouTube, elle peut être enrichie avec plein d'éléments supplémentaires qu'on ne pourra pas faire en direct. Une vidéo YouTube, on peut la revoir quand on veut. Enfin, je dis YouTube ou peu importe, d'ailleurs, n'importe quelle vidéo. On peut la revoir quand on veut. On peut mettre pause quand c'est compliqué. On peut aller chercher un terme qu'on n'a pas bien maîtrisé, qu'on n'a pas bien compris. On peut revenir en arrière, etc., etc. On peut la regarder à 7 heures du matin si on est matinal ou à 23 heures si on est du soir. Tu comprends le principe. C'est autrement plus flexible qu'un cours magistral. Et Ah, alors, si tu permets, je sais pas bien si tu sûr. connais Jean-Paul Brigelli. Je sais pas si ça te dit Non. Je- Non, alors, bon, tu te renseigneras, hein. Jean-Paul Brigelli, tu verras qui c'est. Alors lui, il dit, enfin, je pense qu'il est absolument contre la pédagogie active. Lui, il est à l'ancienne, cours magistral, et en fait, ce qu'il dit, c'est que dans l'idée de pédagogie active telle que tu la présentes, euh, Mhm. tu pars peut-être, alors tu me diras, mais du principe que l'élève comment je pourrais dire ça? A déjà des connaissances ou est capable de trier ses connaissances, alors que pour lui, l'élève ne sait rien, il a tout à apprendre. Donc en fait, il voit l'élève comme un réceptacle vide et il est là pour écouter et apprendre. Et alors bon, il est à l'ancienne, mais en tout cas, voilà, lui, ce qu'il a l'air de dire, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses en tout cas? Comment tu vois les choses? Bah alors, évidemment qu'il y a un enjeu sur le fait que l'élève soit capable d'aller chercher de l'information, d'évaluer de l'information, de ne pas se perdre, de ne pas se noyer dans l'ensemble des informations qui sont à sa disposition. Évidemment aussi que l'humain a un rôle, hein. Attention, j'ai pas dit qu'on allait remplacer les cours magistraux par des vidéos. Je pense juste que le rôle de l'humain, il n'est pas à cet endroit-là. Maintenant, trier de l'information, chercher de l'information, ça s'apprend en fait, et ça s'enseigne. C'est ça qu'il faut enseigner. Ça a du sens. En fait, c'est tout ce qui est autour de la connaissance qui a du sens. C'est-à-dire comment je confronte mon opinion à celle d'un autre. Comment je suis capable d'échanger avec quelqu'un d'autre, d'accepter un point de vue qui est différent. Comment je me remets en cause. Quelle posture moi j'ai vis-à-vis de mes apprentissages, vis-à-vis de où j'en suis, vis-à-vis de où est-ce que je vais chercher de l'information. Qui je crois, pourquoi je crois cette personne, comment je vérifie une information. Et ça s'apprend ça. Ça s'enseigne du coup, ça s'apprend. C'est pas Et, ça qu'on enseigne. mais du coup, donc à l'ère de l'IA, pour toi, c'est de plus en plus important, ça, la manière dont on traite ces informations, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que il me semble là, que tu disais qu'à l'ère de l'IA, on est tellement saturé d'informations qu'il va falloir apprendre à. Enfin, le but, c'est moins d'apprendre l'information que de la critiquer, etc., de l'utiliser. Ouais, en fait, il faut pas qu'on reste accroché à nos anciens paradigmes. C'est-à-dire, euh, j'imagine, alors j'y étais pas, j'imagine qu'en 1960, si on voulait apprendre un métier quel qu'il soit, je sais pas lequel, le notariat, complètement au hasard, ben avoir un notaire face à soi qui nous explique comment ça fonctionne, j'entends bien l'utilité, quoi. J'entends bien que c'est indispensable et que ça doit passer par là. C'est-à-dire, en 1960, qui est un sachant qui transmette,
aucun problème. Je vois même pas d'autre solution en fait. Très bien. En 2000, qu'il y a un sachant qui transmette, ça commence à être vachement discutable parce qu'en fait, il y a Internet qui commence à se démocratiser. En 2015, quand tous les gamins ils ont des smartphones, qu'ils ont plus d'informations que sur leur téléphone, que n'importe quelle encyclopédie, que n'importe quel humain dans son cerveau, déjà il faut se questionner quoi. Et maintenant que l'IA est là, posons-nous cette question-là en fait. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un sachant qui transmette la connaissance? Alors, ce Moi, qu'on pourra aussi te rétorquer, c'est mais l'IA est là, avant l'IA, il y a Internet, mais pourtant les élèves exactement. ne vont pas d'eux-mêmes, en tout cas au niveau collège, hein, au niveau collège et même un peu lycée, ils vont pas d'eux-mêmes aller chercher l'information. Bien C'est-à-dire, sûr que un si. peu comme tu sais, sur l'idée de. Non mais bien sûr qu'ils y vont. C'est ce que je défends depuis 25 ans, c'est ce que je vois partout. Si on les laisse aller chercher, ils vont chercher. C'est incroyable. Il faut regarder toutes les écoles hors contrat qui sont pas sur le modèle, sur cette pédagogie-là. Et les gamins, ils gardent leur curiosité, en fait. Les gamins perdent leur Les gamins ont tous une curiosité infinie à 3 ans. Ils la perdent pour plusieurs raisons qui sont liées à l'environnement. Donc l'environnement, c'est pas que l'école, bien sûr, c'est aussi l'environnement familial, c'est aussi plein d'autres choses. Mais l'école joue. Et l'école telle qu'on la connaît ne favorise absolument pas la curiosité, ça tue la curiosité. J'ai entendu combien d'enfants, l'exemple typique, c'est les enfants qui vont commencer une langue, par exemple en sixième, qui vont faire de l'anglais, qui sont hyper contents, et 2 mois après, et quand je dis 2 mois, c'est plutôt 2 semaines, ils disent, mais en fait, l'anglais, c'est nul, c'est apprendre des trucs par cœur, c'est se faire interroger, machin. Ils sont 30 dans une salle, je mets pas en cause le prof, hein. Ils sont 30 dans une salle, bah, ils parlent jamais, en fait. Sur une heure de classe, c'est 50 minutes, en fait. Ils ont rien dit. Il y a des écoles alternatives où il y a des milieux alternatifs qui enseignent l'anglais sans écrit, par exemple, en commençant que par la pratique, que par l'oral, avec des groupes de 10, bah, c'est pas du tout la même expérience pour l'apprenant. Alors évidemment, comment on fait pour transiter? Comment on fait pour changer ça? Ça, c'est une autre question. Mais aujourd'hui, le milieu scolaire, il n'est pas du tout favorable à la curiosité, il n'est pas du tout favorable à l'écoute de ce que l'apprenant a envie de faire, il n'est pas du tout favorable, d'une manière générale, à l'activité de l'apprenant. Donc, évidemment, il n'y a aucun apprenant, aucun enfant. Alors, si je prends au niveau du collège, il n'y a aucun élève de quatrième qui va aller chercher par lui-même le cours de biologie, le cours de maths ou le cours de je sais pas quoi. Évidemment, quoi. Évidemment. Ça fait des années qu'il a plus envie de faire ça du tout. Si on le prend à 6 ans, il va le faire encore. C'est-à-dire, si on prend un enfant tout petit, on lui dit, oh, regarde un escargot, il va être passionné par les escargots et c'est parti. Et tous les enfants de 4 ans se passionnent pour les dinosaures tout seuls. Donc ça, c'est un mécanisme qui existe, hein, que les enfants ont tout petit et qu'on peut conserver. On peut leur faire conserver. Et alors, donc, bon, moi, tu vois, j'enseigne au collège et au lycée. Et donc, j'enseigne à des adolescents. Et si Ouais, tu veux, un des problèmes que je rencontre avec les ados, c'est le problème de ce qu'on appelle l'effet de groupe. Quand ils sont ouais, ensemble, ils peuvent vite se disperser. Et aussi, parfois, le manque de curiosité. Je prends un cas très simple, hein. On- bon, pas en sixième, on va dire je sais pas, en cinquième, on fait la Renaissance. Et la renaissance, c'est pas forcément du goût de tous les élèves. Il y a des élèves voilà, qui s'en fichent. Et alors, ma question, c'est bah, comment, parce qu'on a quand même un programme à enseigner, comment on fait concrètement quand on se retrouve à des élèves qui ne s'intéressent pas forcément au sujet? C'est-à-dire que les élèves font des choix, ils sont un peu consommateurs. ouais. Bah alors ça, c'est un des problèmes de l'école déjà, quoi. En fait, quand tu dis on a un programme, j'entends bien, mais ça, c'est déjà un problème en fait. C'est-à-dire que quelqu'un un jour a décidé d'un programme. C'est mieux que ça. C'est quelqu'un un jour, alors plusieurs personnes un jour ont décidé qu'il y avait des matières. Ils ont décidé que ça c'était de l'ordre des maths et ça c'était de l'ordre de la physique et que hop, c'était deux référents différents, deux profs différents. Que ça c'était du français, ça c'était de la philo, ça c'était de la science humaine, ça c'était ci, c'était ça. Le cerveau fonctionne absolument pas comme ça. Le cerveau d'un enfant, il a besoin d'aller faire des connexions, comme le cerveau d'un adulte, hein, et il a besoin d'aller faire des ponts et des liens entre les différents champs de connaissances. Il n'a pas du tout envie qu'on lui réponde, bah ça, tu verras ça dans un autre cours, ou tu verras ça l'année prochaine parce que c'est pas au programme. Quel enfer cette réponse. Donc ça détruit complètement la curiosité d'un enfant en fait. L'enfant, il a besoin d'aller plus loin. Son cerveau lui réclame ça en fait. C'est neurologique. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est comme ça qu'on apprend. C'est en créant des liens. C'est comme ça qu'il crée des modèles mentaux, qui crée sa représentation du monde. Donc quand on lui demande ça, on se retrouve évidemment face à des gamins qui ont perdu leur curiosité et qui ont perdu l'envie d'apprendre. Mais ça, évidemment, on leur impose des matières et on leur impose des cours. C'est-à-dire, si moi, demain, tu m'imposes je sais pas quoi, ça va m'amuser 5 minutes. Si tu me dis on va faire des cours d'ukrainien et des cours de je ne sais pas quoi, ben assez vite je vais te dire en fait à quoi ça me sert. Pourquoi tu m'imposes ça 2 heures par semaine depuis 8 ans, hein.
Mais Et puis, je vais pas jouer le jeu. on te Donc les enfants, rétorque. ils sont dans cette posture. Ouais, non, mais je comprends bien. L'idée de curiosité, je comprends bien qu'elle est différente en fonction des enfants, etc. Mais on te rétorquera, je pense, bah, que sans programme, alors il faudrait un enseignant derrière chaque élève. Il faudrait, tu sais, ce serait techniquement comment on fait, tu vois. Ouais, alors il y a des solutions. Il y a un truc qui existait au 19e siècle qui s'appelle l'enseignement mutuel, par exemple, qui répondait d'une certaine manière à ça, pas entièrement. Il y a plein d'expériences. En fait, il faut aller voir ailleurs. C'est ça le. J'ai pas de leçon à donner à personne. Hein. Moi, je fais les choses dans mon coin, mais quand je discute avec des enseignants, si j'ai un conseil, c'est aller voir ailleurs. En fait, allons voir ailleurs. Moi, le premier. À nouveau, il y a des écoles dans d'autres pays qui ont des systèmes complètement différents. Les pays scandinaves sont en train de mettre en place un système qui est quand même hyper intéressant, où ils travaillent par objectif, ils regroupent les élèves qui ont les mêmes objectifs. Une session dure 4 heures, ils ont plusieurs profs dans la même session. Les élèves peuvent aller voir le prof dont ils ont besoin, le référent dont ils ont besoin. Ils travaillent sur des projets qui ont du sens pour eux. Et puis en fait, dans mon projet, peut-être que peut-être que je vais travailler sur Fibonacci. Et puis en fait, Fibonacci, tout d'un coup, ça m'intéresse pour le côté mathématique, mais ça m'intéresse parce qu'en fait, c'était un jeu. Et puis en fait, ça m'intéresse de comprendre pourquoi les mathématiciens de l'époque jouaient comme ça. Et en fait, je vais me renseigner sur la culture italienne de l'époque. Et puis en fait, je vais basculer sur la Renaissance. Puis après, je vais basculer sur la peinture. Puis après, l'architecture. Et puis, en fait, de fil en aiguille, c'est comme ça que ça marche. On crée des ponts, on crée des liens. Et c'est comme ça que l'expertise naît, en fait. C'est parce qu'on a un vaste champ de connaissances cohérent. Et ça, c'est pas quelque chose, c'est forcément quelque chose d'individuel. Tout ce qu'on peut faire à l'échelle avec la méthode, on va dire, du collège et du lycée qu'on connaît, c'est de la culture générale. C'est-à-dire une culture commune à l'ensemble des enfants. Ce qui est très bien, ce qui est hyper positif, c'est super. Est-ce qu'on a besoin de leur faire manger 12 ans de culture commune, en fait? À l'époque, quand c'était lire, écrire, compter, je comprends entièrement le besoin. Mais alors, l'école, c'était quelques années, c'était jamais 12 ans. On les prenait 4 ans et puis c'était réglé. Donc toi, Euh, tu es partisan de vraiment là-dessus, enfin, tu es partisan de faire la révolution, quoi, entre guillemets. C'est-à-dire que pour toi, l'école telle qu'on l'enseigne aujourd'hui, elle est dépassée, c'est le 19e siècle, ça marche plus. alors, elle est dépassée, c'est indéniable. Pourquoi on a des maîtres enfin, en fait, pourquoi on avait avant des tabliers? Pourquoi il y a des maîtres qui sont en fait des contremaîtres? Pourquoi avant ils avaient des baguettes comme les contremaîtres dans les usines? C'est parce qu'à l'époque de la révolution industrielle, on avait besoin de beaucoup d'ouvriers, donc on a créé le système scolaire sur le système ouvrier, en fait. Les enfants sont tous en rang d'oignons sur leur table, ils font leurs devoirs, ils se font engueuler par le contremaître quand ils font un truc qui est pas bien avec sa blouse. Enfin, Moi, ça me fait penser à l'armée, en fait. Quand tu les mets en rang, etc., ça me fait penser un peu à l'armée. Ouais, mais ça a été fait sur ce modèle industriel parce que ça répondait à ce besoin à l'époque, en fait. Et évidemment, l'école a changé depuis, hein, évidemment, bien sûr. Mais en fait, on est resté assez proche de ce système-là, alors que le monde d'aujourd'hui est radicalement différent, quoi, radicalement. Et l'école évolue trop lentement par rapport au monde qui évolue à une vitesse incroyable. Mais Donc on a un alors, décalage qui est de plus en plus grand, on a un fossé qui se creuse. Et de génération en génération, c'est de pire en pire. Et on voit bien que l'école est de moins en moins adaptée aux générations qui arrivent. tu viens, je crois, du monde de l'entreprise aussi, il me Ouais. semble. Et alors, est-ce que le monde de l'entreprise, parce que moi, j'essaie, tu sais, de réfléchir je me fais l'avocat du diable, tu vois. Est-ce que le monde de l'entreprise ressemble pas au monde de l'école, c'est-à-dire avec un planning, des choses à faire, etc. Tu vois, c'est-à-dire Alors, que si tu changes l'école, tu dois changer aussi l'entreprise, tu dois tout changer, quoi. c'est l'opposé en fait, c'est l'opposé. Tu peux pas imaginer à quel point l'école est loin du monde de l'entreprise. Alors moi, je côtoie beaucoup d'entreprises par mon métier via Epitech, notamment dans des conseils de perfectionnement. Un conseil de perfectionnement, c'est une grande réunion d'une demi-journée où on réunit tous les acteurs autour de l'école, autour d'Epitech, et on discute de ce qu'il faut changer par rapport au cursus pour être plus aligné avec l'entreprise, les besoins réels, quoi. Et par ailleurs, j'ai l'occasion de discuter beaucoup avec des entreprises et avoir beaucoup de retours. En fait, c'est strictement l'opposé. L'école, et là pour le coup, même les écoles supérieures classiques sont extrêmement éloignées du monde de l'entreprise. Parce que dans l'entreprise, tu n'as jamais un planning prédéfini, heure par heure. Tu as beaucoup d'autonomie, tu n'as jamais une sonnerie qui te dit quand est-ce que tu vas manger, tu lèves pas la main pour aller aux toilettes, ça n'existe pas tout ça. En entreprise, il n'y a pas de triche. En entreprise, tu travailles en groupe. En entreprise, on te demande d'être très adaptable. On te demande d'être capable de gérer une urgence dans l'après-midi s'il y a une urgence qui arrive. On te demande de d'aligner tes efforts et d'être capable de travailler plus dans certaines conditions et éventuellement moins ailleurs, etc.
On te demande beaucoup, beaucoup de flexibilité, beaucoup d'adaptation, beaucoup de travail en groupe. Tout ça, c'est des choses que l'école n'apprend pas du tout. L'école n'apprend absolument pas l'autonomie. L'école apprend l'inverse de l'autonomie. L'école n'apprend pas la recherche, n'apprend pas la prise de risque, ne favorise pas la curiosité. Tout ça, c'est des choses dont l'entreprise a besoin. Quand je discute avec les entreprises, ils me disent, mais nous, on a besoin d'audace, on a besoin de jeunes qui osent faire des choses. On a besoin de jeunes qui pensent hors du cadre, qui soient créatifs. On a besoin de jeunes qui viennent nous dire qu'on a tort et qui viennent créer la confrontation. Tout ça à l'école, c'est sanctionné, en fait. Oui, alors C'est sanctionné. alors parce que tu as aussi ceux qui, comment je peux dire ça? Qui sont d'accord, c'est-à-dire qu'ils te disent qu'effectivement l'école n'est pas là, tu sais, pour créer des salariés, mais l'école elle est là pour donner une sorte de culture générale. OK. Et donc elle est pas là pour, en fait, tu sais, il y a tout un, une bagarre entre les partisans de la pédagogie, ceux de l'école républicaine qui disent que les compétences, tu sais, les compétences qu'on a développées à la fin des années 90, c'était une erreur. Parce que ce qu'il faut, c'est que l'école développe la culture générale et qu'ensuite l'entreprise, c'est autre chose. C'est pas l'école. Et Ça, l'entreprise, elle est j'entends. pas là pour former des salariés. Hmm. Alors moi, je fais pas le procès de l'école, hein. Je réponds à tes questions là, mais j'ai pas du tout vocation à faire le procès de l'école. L'école, elle est ce qu'elle est, elle a plein de vertus. Je réponds juste à tes questions. Je pense que l'école n'est pas absolument pas adaptée au monde de l'entreprise. On peut tout à fait arguer, comme tu dis, que l'école, en fait, c'est de la culture générale, c'est le socle commun de culture de l'ensemble des Français, et pourquoi pas, c'est très largement vertueux. Je pense qu'il faut se poser la question dans ce cas-là de quels sont les dégâts, les conséquences psychologiques sur les enfants, ce qu'on génère à l'école, et est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Mais là, je ne réponds pas à cette question, mais je la pose. C'est-à-dire quand un enfant est pas en échec scolaire, pas besoin d'être en échec scolaire en fait. Quand il est très moyen toute sa vie d'écolier, qu'il n'entend jamais vraiment de compliments, etc., de ses alors 3 ans, parce que maintenant l'école c'est 3 ans, jusqu'à ses 18 ans qu'il ait son bac, pendant 15 ans, on lui dit qu'il est très moyen. Quel impact sur sa vie future? Je pense qu'il faut se poser cette question très, très sérieusement, quoi. Et qu'est-ce qu'il a gagné en échange? Si c'est de la culture générale, est-ce que ça vaut le coup de lui faire 15 ans de culture générale en sachant que potentiellement, il va y avoir quand même un impact sur sa confiance en lui, sur son estime de soi, sur sa connaissance de lui-même, etc., assez fort, quoi. Quel impact sur la société? Quel impact sur la vie démocratique? Quand on dit à des gamins, si tu discutes avec ton voisin, c'est de la triche, pendant 15 ans, alors je sais bien que évidemment il y a des travaux de groupe, etc., mais la norme quand même, c'est que quand tu es en classe, il n'y a pas de bruit, t'écoutes, quoi. Quel impact sur la vie démocratique, la capacité à écouter les autres, la capacité à co-créer, la capacité à mettre en place des instances de réflexion collective, etc. Alors C'est nul. pareil, Quand on récupère les élèves à 18 ans, ils ont rien de tout ça. Ils partent de zéro. hmm. Bah, là-dessus, alors là-dessus, sur l'impact sur la culture démocratique, enfin, je sais que certains te rétorqueront je vais être un peu dur, mais la démocratie, ça commence à 18 ans, et avant ça, c'est des enfants, et ils agissent et ils réagissent comme des enfants. Et donc, en fait, si on les traitait comme des adultes, si on les traitait comme des adultes, bah, ils se mettraient à tricher, à faire un peu ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire reproduire un peu ce qu'ils font à la maison. Euh, Tricher n'existe pas. Tricher n'a jamais existé. Tricher, c'est juste que l'enfant, il va résoudre ses problèmes à sa façon, qui n'est pas la façon que l'adulte attendait. Et l'adulte déclare que c'est de la triche, du coup. Mais lui, on lui a demandé un problème de maths qui ne le concerne pas. Il a trouvé une solution pour essayer d'avoir une bonne note, parce que ce qui le concerne lui, c'est avoir une bonne note. Bah, sa solution, c'était de reprendre la copie de quelqu'un d'autre, et ça, l'adulte, il appelle ça de la triche. Mais dans sa tête à lui, il n'y a pas de triche, en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Lui, il a résolu son problème. Si l'élève voulait vraiment tricher, en fait, si l'élève s'en foutait, il ferait rien, en fait. Il rendrait pas son devoir. Mais c'est pas ça, en fait, parce qu'il a des contraintes ailleurs, alors il va gérer ses contraintes. Dans un système qui est fait autour de l'enfant, il triche pas, en fait. Je- si toi demain tu vas te former pour être ce que tu veux, pour changer de boulot, demain tu vas être maçon, tu vas pas tricher en fait. Tu vas pas tricher pour passer ton examen parce que tu sais pourquoi tu le fais, ça a du sens pour toi, bah point barre, tu triches pas en fait. oui, mais alors ça, on te dira, alors pour le coup, on te dira que ça, c'est le raisonnement d'un adulte. C'est-à-dire qu'un enfant, disons un jeune de sixième cinquième ne raisonne pas comme ça. C'est-à-dire que ce que tu dis sur le fait que tu m'as dit, voilà, si tu vas te former pour être maçon, ça, c'est quand tu es dans l'idée de. Oui, effectivement, un adulte raisonne comme ça. Mais je ne sais pas si un enfant raisonnerait comme ça, tu sais.
Ah bah moi je sais que ça résonne comme ça. Laisse un enfant faire, enfin c'est pas laisse-lui faire ce qu'il veut, c'est discuter avec lui de ce qu'il veut faire. Si sa passion c'est les chevaux, eh ben fais un projet avec lui sur les chevaux. Tu vas voir, il triche pas en fait. Il est trop content de le faire. Il a sa curiosité, il est à fond en fait. Et il va te faire aller 10 fois plus loin que ce que tu voulais. Et quand tu lui dis, bah en fait finalement non, on arrête les chevaux que t'adores et puis à la place, je vais te faire faire et puis là une matière de l'astronomie, tiens, alors qu'il en a rien à faire de l'astronomie, puis tu vas lui demander d'apprendre par cœur l'ensemble des planètes et des satellites, bah évidemment il va finir par tricher à un moment donné quoi. Il en a rien à faire. Tu es en train de le mettre dans une situation, il en a rien à faire. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse quoi? Il fait ce que toute personne ferait en fait. Il essaie de trouver un moyen d'arriver à ses fins et de se débarrasser de ces trucs. Donc, Donc si j'ai bien compris, l'idée, c'est vraiment de partir des goûts, de ce que l'enfant a envie de faire, apprendre, etc. bah, dans un monde idéal, oui, et j'ai bien conscience à nouveau que c'est extrêmement compliqué. Hmm. Il y a des environnements qui permettent de le faire. En fait, il y a des environnements qui sont beaucoup plus ouverts. La question qui se pose, c'est dans quel environnement évolue l'enfant. Plus il évolue dans un environnement fermé, bah, évidemment, contraint, moins il va pouvoir faire des choses qui lui plaisent. Plus l'environnement est ouvert, ce qui ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de cadre. Il y a toujours un cadre, quel qu'il soit, qui doit être très strict. C'est pas la question, c'est la taille du cadre qui change, c'est pas l'existence du cadre. Mais plus le cadre est large, plus il va pouvoir évoluer à l'intérieur de ce cadre. Et donc se tromper, et faire des conneries. Mais c'est ok, c'est comme ça qu'on apprend en fait. Donc, il va aussi apprendre à mal parler aux autres. Eh ben, ça va pas en fait. Et puis, il va sortir du cadre, on va remettre dans le cadre, il y aura des instances pour ça, et il va apprendre à coopérer, il va apprendre à écouter l'opinion d'un autre, même quand il n'est pas d'accord, etc., etc. Et c'est en ça que la démocratie, notamment, et d'une manière générale, le fait de faire société, c'est comme ça que ça se construit en fait. Et il n'y a pas de la démocratie commence à 18 ans, ça n'a aucun sens en fait. Tu discutes avec les autres avant 18 ans, tu respectes les autres avant 18 ans, tu n'es pas obligé d'attendre 18 ans pour respecter l'opinion d'un autre, pour être capable de parler sans t'énerver quand l'autre n'est pas d'accord, etc. Pour être capable de te remettre en question aussi. Tout ça, ça s'apprend tout petit, ça s'apprend à 2 ans. Et tu parles dans ton livre de coopération. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que tu veux dire par là? Pourquoi c'est important là? Pourquoi tu mets ça au centre? Je crois que tu le mets au centre, hein. Je parle beaucoup du rapport aux autres. Le rapport aux autres est vraiment central. Coopération, un tout petit peu moins. Coopération, c'est très important, mais souvent on oppose compétition et coopération ou collaboration. Moi, je l'oppose pas parce que la compétition a quelques vertus quand même. De toute évidence, la compétition massivement à grande échelle, elle devient néfaste. Elle devient très malsaine. Ça pousse les enfants à faire des choses pour des mauvaises raisons, qui sont pas du tout des raisons qui leur sont propres, qui sont des raisons, alors ça peut être d'ego, ça peut être de plein de choses, mais ça finit par être malsain. À petite dose, la compétition, ça peut être extrêmement sain, ça peut être de l'ordre du jeu, ça peut être très motivant à petite dose. Donc je suis pas contre la compétition, mais juste à petite dose. Le reste, c'est de la collaboration, c'est comment on travaille avec les autres. Et ça, c'est fondamental, quoi. Il y a deux choses qui sont fondamentales pour qu'un enfant évolue sainement, c'est son rapport aux autres et son rapport à lui-même. Donc sa connaissance de soi et son rapport aux autres. Sa connaissance de soi, bah, c'est beaucoup d'expérience, c'est savoir quelles sont ses limites, comment il gère ses émotions, comment il communique avec les autres notamment, comment il se comporte avec les autres, comment il fait pour apprendre tout seul, comment il fait pour entretenir sa motivation, comment il fait pour entretenir sa curiosité. Tout ça c'est la connaissance de soi. Ça demande beaucoup d'expérimentation, donc beaucoup de liberté pour expérimenter tout ça, quoi. Et beaucoup d'occasions de faire des erreurs et de corriger ses erreurs et d'apprendre de lui-même. Et le deuxième point, c'est son rapport aux autres. C'est fondamental parce que dans une société, bah, t'es pas tout seul en fait. Donc même si tu es un humain parfait, c'est génial, mais si tu sais pas interagir avec les autres, ça sert à rien. Donc il va falloir que tu apprennes à interagir avec les autres. Il faut apprendre à décoder les signaux, comprendre le langage réellement, comprendre ce que la personne voulait dire, comprendre les signaux non langagés, comprendre le langage du corps, comprendre quand tu vas trop loin, quand tu es trop timide, quand tu es pas assez timide, quand une personne te demande quelque chose, etc., 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 comprendre tes propres mécanismes, savoir te faire écouter, savoir te faire comprendre, savoir travailler avec quelqu'un, savoir prendre de la distance par rapport aux choses, savoir quand une personne commence à être toxique, etc., etc. Tout ça, c'est un apprentissage qui est assez long, qui est même très très long et qui demande beaucoup beaucoup d'expérience. Donc il faut tout de suite, très très tôt, le plus tôt possible, il faut que les enfants soient en groupe et soient en situation d'apprentissage social. Par ailleurs, l'apprentissage est un acte social. Donc ça, c'est fondamental. Il y a très peu d'apprentissage, pour ne pas dire pas d'apprentissage, s'il n'y a pas d'autres personnes autour de toi. Et Donc, oui, oui, vas-y, vas-y. non, je disais juste, donc en plus,
Pour l'apprentissage, c'est fondamental d'être dans un environnement social. Et je crois que cette pédagogie, elle est présentée comme universelle. Qu'est-ce qui la rend universelle? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on peut se dire qu'elle est Mm. applicable pour tout le monde, à tous les niveaux, etc., quel que soit le milieu? Voilà, Ouais, ça, alors, elle est vraiment, en fait, tout le fondement de la pédagogie, là, il y a plusieurs questions qui se sont posées. Globalement, il y a trois questions, si j'essaie de résumer. La première, c'est comment on forme dans un monde pour un monde qu'on ne connaît pas. D'accord. Les collégiens qui sont face à toi, ils vont être dans le monde du travail et d'une manière générale dans la société active dans 10 ans peut-être. Ok. avec l'IA, on est en plein dans cette problématique. On formé dans un environnement qu'on ne connaît pas. ça ressemble à quoi? Juste dans 10 ans, en 2036, je parle même pas dans 40 ans, juste en 2036, on n'a aucune idée de ce que sera le monde, la société, les moyens de communication, les métiers. L'IA a accéléré ça très très fort, donc c'est très visible, mais c'était déjà vrai. C'est un discours que moi je tiens depuis 15 ans. C'était déjà vrai à l'époque d'Internet. Et après l'IA, il y aura d'autres choses, hein. On verra ce qu'il y aura, mais il y aura peut-être la mécanique, pardon, l'informatique quantique, il y aura peut-être d'autres choses, on verra. Euh, mais ça va continuer encore. Mais dans tous les cas, et à nouveau, c'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose tous en tant qu'éducateur, c'est qu'est-ce que moi j'ai à transmettre à un gamin qui sera utile en 2040? Et posons-nous sincèrement cette question. Donc ça, c'est la première question qu'il faut se poser. La deuxième question, c'est notre rapport à la connaissance. On en a un petit peu parlé au début. La connaissance en 1960, j'entends qu'il fallait la transmettre et qu'il fallait un sachant. Aujourd'hui, notre rapport à la connaissance, il est extrêmement différent. C'est-à-dire, on a beaucoup moins de problématiques pour trouver l'information, on a beaucoup plus de problématiques pour valider une information. Avec les deepfakes, par exemple, même une vidéo aujourd'hui, on ne sait pas si elle est vraie ou pas. Donc, c'est-à-dire que même si tu vois la vidéo de quelqu'un que tu connais qui parle, tu ne sais pas si elle est vraie, même avec sa voix, etc. L'information, elle est partout. Il y a plein d'informations dans tous les sens. Tu peux trouver tout et son contraire. Je vais te trouver un théorème et je suis sûr que je peux trouver le théorème contraire sur Internet. Donc, la question, c'est pas tellement de trouver le théorème, c'est de savoir ce qui est juste et ce qui est pas juste. Donc, c'est trier l'information. Et ça, c'est un rapport à la connaissance qui a complètement changé. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est quelle pédagogie respecte le plus possible les mécanismes naturels du cerveau. Et c'est en ça qu'elle est fondamentale et c'est en ça qu'elle est universelle, cette pédagogie-là. C'est qu'en fait, si on se base sur les mécanismes naturels du cerveau, comment fonctionne l'apprentissage cognitivement, et on essaie de respecter ces principes-là, bah forcément, c'est universel. Et rien que ça, quand on prend juste ce point, bah, ce que je disais au début, c'est-à-dire il n'y a pas de matière dans le cerveau. Il n'y a pas de différence entre la géologie, la biologie, l'histoire et tout ça. Tout se recoupe. T'as C'est-à-dire lu Stanislas Dehaene? un petit peu, ouais, un petit peu. Parce que je crois que c'est depuis quelques années, c'est à la mode. Bah, ça fait très longtemps que les gens parlent de les neurosciences sont très à la mode depuis quelques années. Et appliquer les neurosciences à l'éducation, effectivement, Stanislas Dehaene le fait depuis, je voudrais pas dire de bêtises, mais une bonne quinzaine d'années, je pense. Et on en voit beaucoup. Il y a plein aussi d'évolutions dans la petite enfance issues de Montessori sur ce chemin-là, et c'est extrêmement encourageant, extrêmement pertinent. Ça donne des très très bons résultats. Euh, et ça, en fait, ça remet en cause beaucoup de choses, mais légitimement. À nouveau, si je reprends mon exemple complètement random, mais de géologie et d'histoire, le cerveau fait pas de différence entre la géologie et l'histoire. Il y a pas une séparation à un moment donné. Et en fait, si on coupe, c'est des connexions neuronales qui se font pas. Et ça, c'est littéralement de l'apprentissage. Et donc la question, il faut revenir à la question de base, qui est en fait, ça veut dire quoi apprendre, comment ça fonctionne. Et déjà, il n'y a pas de consensus en fait. Il n'y a pas de consensus sur ça veut dire quoi apprendre. Et comment ça fonctionne, c'est infiniment complexe. Je n'ai certainement pas le niveau pour avoir la réponse absolue à ça, mais il faut qu'on se pose tous en tant qu'éducateurs cette question-là. Et est-ce que ce que je fais et ce que je force à faire, ce que je force à faire chez mes élèves, est-ce que c'est contre nature et est-ce qu'en fait c'est contre-productif du coup? Alors, la réponse est oui, très, très clairement. Si je lui dis tu vas faire de la biologie de 8 à 9, des maths de 9 à 10, du sport de 10 à 11 et de l'anglais de 11 à 12, il n'y a aucun cerveau qui est calibré pour faire ça. C'est évident en fait. Il n'y a pas besoin d'être chercheur en neurosciences là, c'est évident. Non, Ça fonctionne pas comme ça. là-dessus, il y a des plannings quand même, c'est assez drôle. C'est assez, des plannings de Il y a une des heure. choses à dire. Ouais. Bon, alors ce qu'on va faire, si tu le permets, c'est qu'on va faire une petite pause et on va reprendre dans quelques Yes. secondes.
Alors, j'aurais une question sur la curiosité. Selon toi, quel rôle joue la curiosité dans la formation, dans l'apprentissage des élèves? Parce que je pense que c'est aussi une question aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui vont dire, voilà, moi ça m'intéresse pas, c'est nul, je comprends pas, etc. Ouais, la curiosité, c'est un des leviers de la motivation. En fait, c'est la motivation qui est fondamentale. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à générer des apprentissages chez un élève qui a aucune motivation. S'il a aucune motivation, ça veut dire qu'en fait, tous les mécanismes à l'intérieur de son cerveau vont se refermer globalement et ça va être beaucoup plus difficile de faire rentrer des informations structurées. Ça vaut peut-être le coup que je détaille un tout petit peu. On peut apprendre par cœur des choses sans motivation. On peut très bien connaître les slogans d'une pub, par exemple, alors qu'on n'a aucune motivation pour, mais les publicitaires savent faire ça. Mais on a du mal à avoir des informations structurées, cohérentes, un vrai apprentissage profond. Ça s'arrête à de la mémorisation. Donc, on a besoin de la motivation à un moment donné des élèves. Il y a plusieurs leviers de motivation. Il y en a principalement deux, la curiosité et le sens. Chez les tout petits, la recherche de sens est quasiment réduite à zéro. C'est-à-dire que pour un enfant de 5 ans, il n'y a pas grand-chose qui a du sens dans sa vie. Son mécanisme principal, c'est la curiosité. Et donc, un enfant de 5 ans est plein de curiosité et c'est assez facile, si on joue sur la curiosité, d'avoir son attention, donc sa motivation, et ça va déclencher beaucoup de choses. C'est l'attention, en fait, qui nous intéresse. Un adulte, c'est plus difficile d'avoir sa curiosité et c'est plus facile de donner du sens. C'est-à-dire, si je te dis demain, tu vas avoir besoin d'apprendre la compta parce que ça va t'aider à faire ci, à faire ça, si ça a du sens pour toi, bah, tu risques d'accrocher, puis ça va suffire en fait. Donc la curiosité, c'est principalement un levier pour la motivation, pour avoir de l'attention du coup. C'est très difficile que tout ait du sens pour les élèves. C'est même utopique, c'est parfaitement impossible à toutes les échelles, même à l'échelle de l'école supérieure. C'est-à-dire que à Epitech, c'est beaucoup plus facile de donner du sens aux choses parce que tout ce qu'ils font, tout ce que les étudiants font, sont dans le même objectif qui est leur parcours professionnel. Donc normalement, c'est quelque chose qui a du sens pour eux. Et malgré ça, c'est pas toujours évident de donner du sens. Au collège ou au lycée, bah, j'entends bien que c'est extrêmement complexe de donner du sens à chaque chose parce qu'en fait, il y en a plein qui n'ont pas de sens pour les élèves. Donc le levier principal, ça va être à la place la curiosité. La curiosité, les enfants sont encore très curieux, y compris au collège et au lycée, y compris à l'âge un petit peu ingrat où on a l'impression qu'il n'y a rien qui les intéresse et que c'est flemme à tout bout de champ. En fait, ils sont encore extrêmement curieux de plein de choses. C'est juste que c'est pas notre culture, donc c'est un peu compliqué d'aller chercher cette curiosité-là. Mais si on arrive à déclencher un attrait, cette curiosité va attirer leur attention, potentiellement leur motivation, qui vont éventuellement pouvoir, s'ils ont des bons mécanismes de régulation de la motivation, ils vont pouvoir entretenir cette motivation et on va avoir accès à, entre guillemets, leur activité cérébrale qui va permettre d'avoir des apprentissages. Donc la curiosité, elle joue quand même un rôle extrêmement important parce que pour le coup, si ça n'a pas de sens pour l'élève et s'il n'a aucune curiosité, ça va être vraiment complexe, quoi. Hmm. Ça va être contre son gré, en fait. C'est-à-dire tout ce qui va se passer par la suite va être contre son gré. Oui, bah, Les résultats. on le voit, enfin, on le voit avec des élèves qui viennent à l'école parce que c'est obligatoire, mais qui s'ennuient, Ouais. qui trouvent aucun intérêt, quoi, à ça. Ouais. Alors il y a des profs qui sont fabuleux et qui arrivent à sortir de ce genre de situation, mais c'est quasiment impossible. Et là, pour moi, on a un problème avec le système éducatif qui met les élèves dans des situations-là et qui met du coup des profs dans des situations qui sont inextricables. Alors justement, je vais faire un lien avec la question d'après. Donc une des choses qui retient quand même les élèves, en général, c'est l'évaluation. C'est-à-dire que l'évaluation, elle fonctionne comme un salaire pour un salarié. Alors dans ce système-là, dans ton système à toi, est-ce que l'évaluation, est-ce qu'elle existe? Et si oui, comment elle fonctionne? Est-ce qu'on évalue par note, par individu, par groupe? Comment ça marche? Alors, il y a toute une science de l'évaluation qui s'appelle la docimologie. C'est assez poussé, c'est assez intéressant. Moi, j'ai changé complètement mon regard sur l'évaluation quand j'ai compris, il y a longtemps, mais c'était bien de le verbaliser un jour, qu'en fait, tout commençait par l'évaluation. C'est-à-dire que dans ma tête, l'évaluation, c'était la fin, et en fait, non, c'est le début. Parce que les élèves, ce qui les intéresse vraiment, comme tu disais, c'est l'évaluation. Et donc, en fait, si l'évaluation n'est pas complètement alignée avec tes objectifs pédagogiques, il ne se passera rien, puisque l'évaluation pour l'élève, c'est le début, et c'est ce qui va définir tout ce qu'il va faire, quoi.
Donc ça, c'est une première remarque, c'est l'alignement nécessaire de l'évaluation sur tes objectifs pédagogiques. Ensuite, l'évaluation telle qu'on la connaît, c'est une note globale, une espèce de moyenne sur un DS, sur un contrôle, sur l'évaluation. Je ne sais pas à quoi ça sert personnellement, à part rassurer les parents et donner un indicateur aux parents, feu rouge, feu vert, feu orange, quoi. C'est-à-dire, tu as eu 13 sur 20. Qu'est-ce que l'élève est censé faire de ça? Je ne pense pas que la note apporte quelque chose. Les commentaires apportent sûrement plus de choses. Le détail à l'intérieur d'une copie apporte probablement plus de choses, mais la note en elle-même, je ne sais pas. D'un point de vue global, c'est encore pire. Tu as une moyenne de 12,5. Alors là, ça ne veut plus rien dire. On a mélangé des trucs qui sont pas, on a moyenné des choses qui sont pas du tout homogènes. Ça fonctionne pas. Pour moi, le seul truc qui a du sens, la seule évaluation qui a du sens, c'est l'évaluation par compétence. C'est d'avoir une grille de compétences prédéfinie à l'avance et en disant, bah là, t'en es là, là, t'en es là, là, t'en es là. T'es plus ou moins avancé, tu sais ce sur quoi tu dois travailler. Cette compétence-là, elle est acquise, ça sert à rien de mettre des efforts dessus, tu l'as déjà, passe à la suite, perds pas ton temps. Par ailleurs, ça donne beaucoup plus de visibilité pour l'élève. Par contre, c'est beaucoup plus complexe comme système. Mais ça a du sens. Et tout d'un coup, ça change de trois choses. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'échec. Il y a juste une compétence qui n'est pas acquise. Une compétence qui n'est pas acquise, ça ne veut pas dire que tu es en échec. Ça veut juste dire que tu as encore du temps pour l'acquérir. Il va falloir l'acquérir plus tard. Ça, c'est beaucoup plus proche du mécanisme de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est pas 0 ou 1. C'est à un moment donné, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien, et puis on progresse, et à un moment donné, c'est déclenché, quoi. Et c'est pareil, ça s'arrête jamais vraiment. Donc le fait de travailler par compétence, d'évaluer par compétence, c'est beaucoup plus proche de ce qui se passe réellement, c'est beaucoup plus cohérent par rapport au vécu de l'enfant. Donc quand tu dis à l'enfant, bah ça, tu es en cours d'acquisition, mais tu es encore assez faible là-dessus, il faut que tu mettes plus d'efforts là-dessus, ok, il sait ce qu'il doit faire. Et le dernier truc, c'est la dernière remarque, c'est qu'on essaie de pas évaluer vraiment l'étudiant, l'élève, on essaie d'évaluer ce qu'il nous présente. Et on a conscience qu'il y a un biais entre les deux potentiels. Au collège, au lycée, c'est extrêmement fort ce biais. C'est-à-dire que si c'est une copie, de maths qui est évaluée, en fait, il y a le stress du DS, il y a le regard des autres, il y a la peur de sa note, la peur du passage de je sais pas où, la peur de ses parents qui vont pas être contents s'il a une mauvaise note, ou l'envie de faire plaisir à ses parents pour avoir une bonne note, etc. Tout ça, ça joue, ça génère plein de choses chez l'enfant. Et en fait, ce qu'on évalue, c'est juste sa performance à ce moment-là. Donc c'est juste, en fait, ta copie vaut ça. Sur ta copie, voilà ce que je vois. Et globalement, sur ton travail, voilà ce que je vois. Donc j'évalue ton travail, j'évalue pas l'élève. Donc c'est pas parce qu'en fait tu renvoies que des travaux, que des rendus qui sont très faibles, que toi tu es faible en fait. C'est juste que j'ai pas évalué ton potentiel. Ce que j'ai évalué correspondait pas à ton potentiel. Et en fait, peut-être que tu es très fort en astronomie, pas de pot, il n'y a pas d'astronomie au collège. Peut-être que tu es très fort dans plein d'autres trucs, pas de pot, c'est pas évalué. Et ça c'est pareil, je pense qu'il faut faire très très attention à l'impact psychologique qu'on a sur des enfants. Les enfants passent beaucoup d'heures au collège et au lycée. La majeure partie de leur vie se déroule au collège et au lycée, et c'est toute leur adolescence. Donc ils sont en construction, quoi. Donc l'impact de ces moments-là est excessivement fort. Et le rôle du prof est fondamental. Alors moi, je me retrouve dans ces situations-là post-bac. Il y a encore un impact parce qu'ils sont encore dans l'adolescence, mais on est dans la fin de l'adolescence, c'est un petit peu différent. D'ailleurs, la fin de l'adolescence, tu la situes où? À quel âge? Ça dépend quoi. À l'âge de la responsabilisation, globalement, il y en a qui sont très mûrs très très tôt et on le sent, et il y en a, ça traîne encore jusqu'à 25 ans. Je ne sais pas, il y a probablement des biologistes qui vont avoir d'autres critères pour définir la fin de l'adolescence. Mais on sent une responsabilisation à un moment donné quand quelqu'un est capable de s'assumer, quoi. Pour moi, c'est ça la fin de l'adolescence. C'est quand il commence à comprendre qu'il va falloir s'assumer. Et ça peut être très tard. Et est-ce que est-ce qu'il y a des limites à ce modèle de pédagogie active ou pas? Et s'il y en a, bah, c'est quoi ces limites? Il y a forcément des limites. Déjà, il y a des limites sur logistique. Et c'est ça la vraie question si on revient sur l'éducation nationale. Moi, je pense que l'éducation nationale devrait tirer profit de tout ce qui se fait ailleurs. Il y a beaucoup de modèles différents en France, privés, qui ont plein de choses intéressantes. Par contre, effectivement, si on veut
que l'école s'adapte aux élèves et non pas que les élèves s'adaptent à l'école, bah, le taux d'encadrement va falloir le changer, il va falloir changer beaucoup de mécanismes, et ça, potentiellement, c'est complexe. Donc ça, c'est la limite principale, à mon avis, de cette pédagogie-là, c'est qu'il faut que tout l'environnement soit créé autour de cette pédagogie-là. C'est difficile de prendre une école existante et se dire on va complètement changer la façon de faire, on va adapter une pédagogie complètement différente. Par contre, c'est facile, je pense, enfin, j'ai eu des retours en ce sens en tout cas, de profs qui ont lu mon bouquin et qui m'ont dit mais en fait il y a plein d'éléments à droite à gauche que je peux réutiliser, peut-être pas à grande échelle comme nous on le fait, parce que votre pouvoir d'action est plus ou moins limité à l'échelle de votre classe, mais à l'intérieur de la classe, ça je peux faire, quoi. Donc je pense que par petites touches, il n'y a aucune limite quasiment. On peut faire ce qu'on veut. L'environnement à l'école ou à l'école et à la maison? Les deux à l'école. Ou à l'école à la maison aussi, mais à l'école. Hmm. Quel que soit l'environnement, en fait, on peut au moins mettre des petites touches. Parce que enfin, moi, personnellement, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe aussi à la maison, pas uniquement à l'école. Et j'ai Ouais, pas mal d'élèves qui, en fait, pour le dire comme ça, à la maison, ils jouent à la PlayStation. Ils rentrent, ils ouais, jouent, ils sont sur les écrans, et ils ouais. reviennent, ils arrivent à l'école, et puis le plaisir qu'ils tiraient en fait des écrans, ils ne le retrouvent pas à l'école, et comme ils font une comparaison, Mm, euh, mm. voilà, ils finissent par se dire que c'est nul. Donc ma question, c'est est-ce que justement, avec cette pédagogie-là, est-ce qu'il faut qu'elle soit appliquée à la maison, à l'école, ou est-ce qu'elle peut uniquement s'appliquer à l'école? Non, non, alors dans un monde idéal, elle s'applique à la maison. En fait, dans un monde idéal, il n'y a aucune rupture entre l'école et la maison, sinon ça fonctionne pas, en Oui, c'est ce ce que j'allais dire, voilà, c'est qu'il C'est, il peut pas y avoir de rupture, il n'y a pas deux enfants, quoi. bah, exactement, il n'y a pas deux enfants et puis l'enfant n'est pas capable de dire pouf, je vais changer de système dans ma tête, quoi. Donc si ce qui se passe à l'école est trop éloigné de ce qui se passe à la maison et inversement, ben ça fonctionnera jamais bien, même si l'école est parfaite, ça va être très très difficile. Donc il y a un enjeu de toute façon vis-à-vis de ce qui se passe à la maison et on le sait et c'est d'ailleurs comme ça que enfin, la plupart des disparités, des inégalités se créent à la maison, en fait, se créent très très jeunes à la maison. Parce qu'en fait, les gamins vont pas grandir pareil s'ils ont eu accès à plus de vocabulaire, s'ils ont eu accès à plus de richesses culturelles, s'ils ont eu accès à des environnements plus riches globalement, s'ils ont été enfermés face à la télé, face à leur PlayStation, face à je sais pas quoi, ben, ça va être plus difficile par la suite, on le sait bien, quoi. Et il y a, je sais pas si tu as remarqué, enfin, tu l'as ressenti ou pas, mais depuis quelques années, enfin, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années, sur les réseaux sociaux, il y a toute une mode, tu sais, autour de nouvelles pédagogies, et notamment de la pédagogie Montessori. Et en Mhm. gros, tu as des parents qui, quand ils te parlent de l'école, Ouais. voilà, le problème de l'école, c'est qu'il faut changer de pédagogie, il faut passer à Montessori. Est-ce que tu ressens ça ou pas? Comment tu vois ça? Alors, Montessori, c'est beaucoup pour la petite enfance. Je sais qu'il y a des variantes de Montessori un peu plus grands, mais globalement, c'est souvent jusqu'à globalement, il n'y a pas vraiment d'âge. Alors, si je dis quelque chose, je vais me faire tomber dessus, mais disons 6 8 ans, ces âges-là à peu près. Et quand on regarde ce qui se passe en maternelle, dans les classes de maternelle en France, on n'est déjà pas si mal en fait. On a déjà un environnement où l'élève peut se mouvoir comme il veut, il peut aller où il veut. C'est beaucoup, l'environnement est très riche, il peut aller piocher des objets et jouer avec, etc. Donc on n'est déjà pas si loin que ça du fonctionnement de Montessori. C'est pas du Montessori, hein. Il y aurait des choses à revoir si on voulait faire du Montessori, mais on n'est pas si loin que ça. La vraie rupture, pour moi, c'est la sixième. La sixième, le CP, pardon, à 6 ans, je voulais dire. Quand il rentre en CP à 6 ans, tout à coup, ben, en fait, il est assis, il a sa table, il a sa chaise, il a son prof face à lui, etc. Et on est déjà en train de rentrer dans la fin de la petite enfance. Et donc, on considère que l'enfant ne doit plus bouger, il doit moins utiliser son corps, il doit être capable d'une plus grande attention, et du jour au lendemain, quoi. Et reste Or, assis jusqu'en terminale, quoi. et globalement, alors c'est pas tout à Dans fait une ça chaise en bois exactement, en mais bois et en fer. si je caricature, il reste un peu assis jusqu'en terminale. Bien sûr que c'est pas tout à fait ce qui se passe, mais l'enfant à 6 ans, il a encore beaucoup beaucoup besoin de bouger, il a encore beaucoup de curiosité, il a encore besoin d'aller piocher plein de trucs partout, quoi. Il a besoin de beaucoup beaucoup d'interaction. Et c'est là où ça commence à être compliqué. Donc moi, je pense que oui. Je pense que l'école maternelle globalement fonctionne assez bien et qu'à partir du CP de 6 ans, pardon, le mettre assis sur une chaise et arrêter de le laisser se promener dans sa classe, c'est très très difficile, quoi. Et alors justement, ça me fait penser, tu sais, au TDAH, Mm. à tous les acronymes, les HPI, etc. Il y a eu, Ouais. je sais pas, bon, depuis
depuis 5 6 7 ans, j'en entends parler de plus en plus. J'ai l'impression qu'il y a une inflation de TDAH, etc. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Enfin, voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Oui, oui. Alors, ce qu'on appelle d'une manière générale les neuroatypies, on en a de plus en plus. Alors, on a surtout une inflation des diagnostics. Ça ne veut pas dire qu'on en a plus qu'avant. Ça veut dire qu'avant, ils n'étaient pas forcément diagnostiqués. On s'en occupait probablement moins. Et puis, plus on a conscience que ça existe et plus on a conscience que c'est probablement une difficulté pour l'enfant, bah, plus on va le diagnostiquer, plus on va se poser des questions. On est effectivement dans une époque là où les TDAH, typiquement, on en voit beaucoup, beaucoup. Euh, Probablement qu'il y en a plus qu'avant, je ne sais pas, j'en sais strictement rien. Je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui ont ces chiffres-là parce qu'avant, on ne les diagnostiquait pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris conscience quand même qu'il y avait plusieurs façons, disons que on ne parle pas de handicap, par exemple. On parle beaucoup de neuroatypie, c'est-à-dire des fonctionnements qui sont différents. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas tous les mêmes fonctionnements. Ça veut dire qu'en fait, l'école, toutes les écoles, hein, toutes les pédagogies sont pas forcément adaptées à tout le monde de la même façon. Et en fait, pour l'instant, on est dans un monde, disons, qui valorise, alors à nouveau, je vais caricaturer un petit peu, mais les neurolinéaires, c'est-à-dire quelqu'un qui est pas capable de rester concentré longtemps sur une tâche, va être assez valorisé. Et normalement, quand on regarde les études les plus difficiles, les plus grandes écoles en France valorisent ces profils-là, valorisent des gens qui sont capables de rester sur une copie pendant 5 heures à écrire. L'IA, par exemple, alors du coup, l'IA, les systèmes agentiques, par exemple, valorisent l'inverse. Valorisent les gens qui sont capables de penser à 5 choses en même temps et de gérer un système agentique qui fait quelque chose d'un côté, un autre système qui fait autre chose, et de répondre à ces mails en parallèle. C'est pas du tout les mêmes profils. Et donc, pour l'instant, ça a toujours été les neurolinéaires, entre guillemets, qui ont été valorisés, mais peut-être que dans le futur, il y a un monde dans lequel il y aura de la place pour tout le monde. Et ce serait hyper intéressant. C'est intéressant de voir aussi qu'il y a beaucoup de profils de gens qui ont été un peu exclus par l'école, c'est-à-dire qui ont été vus comme des gamins perturbateurs, turbulents, qui n'arrivaient pas à se contraindre à ce qu'on leur demandait, et en fait qui sont pas allés très loin dans l'école, et puis qui par contre après ont fait des très grandes choses. Parce qu'en fait, ils ont beaucoup de créativité, ils ont osé prendre des risques, ils ont osé aller chercher la contradiction, ce dont je parlais au début, ce genre de choses. Et ça, c'est des profils qui ne sont pas valorisés par l'école et qui sont difficiles à valoriser. Mais en fait, c'est des profils qui parfois sont extrêmement, enfin, qui ont beaucoup de vertus, qui ont plein de choses à apporter, mais qu'on n'arrive pas à valoriser aujourd'hui. Donc, Et est-ce que tu penses qu'en fait, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, il y a une tendance à l'individualisation de la pédagogie? C'est-à-dire que de la même façon il y a une individualisation de- du citoyen, bah, en fait, on individualise l'école. ouais, ouais, Et on accepte, et de manière générale, on accepte de moins en moins, tu sais, le moule, tu sais, que ce soit à ouais. l'école, en entreprise, partout, hein. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas que à l'école, en fait. Je pense que c'est une tendance sociétale assez générale. Effectivement, on se pose de plus en plus de questions sur nos spécificités personnelles à nous et à l'ensemble des individus et comment on peut répondre au mieux aux besoins de chacun, quoi. On a de plus en plus conscience qu'on n'est peut-être pas tous, euh, on réagit peut-être pas tous de la même façon au même stimulus et qu'il faut individualiser au maximum. Donc, y compris dans l'éducation, ce qui, à mon avis, est une très bonne chose. Maintenant, il faut voir aussi qu'on a les moyens de le faire de plus en plus. C'était très compliqué avant. Internet a commencé à rendre les choses possibles. Et maintenant, j'espère que l'IA va nous permettre d'individualiser au maximum, quoi. Ok, et j'aurais alors si tu permets, une dernière question. Tu as fait des arts martiaux. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à la pédagogie? Question difficile. Il y a beaucoup de choses, en fait, en vrai. Le sport apporte beaucoup, déjà. C'est-à-dire que l'entraînement du corps est assez différent. On ne peut pas forcer le corps de quelqu'un à faire quelque chose. On peut forcer un enfant à apprendre par cœur le théorème de Pythagore. Ok, par la répétition brute et méchante. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire un grand écart par la répétition. Ça ne marche pas, en fait. Il faut trouver, il faut comprendre pourquoi son corps bloque, ce qui bloque dans son corps et comment on peut contourner. Et en fait, on se rend compte que le corps de chacun est très différent. Donc, quand tu enseignes les arts martiaux, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas enseigner la même chose à tout le monde. Tu dois comprendre pourquoi telle personne réagit comme ça. Donc ça, c'est un premier point qui est assez important, je pense. Le deuxième point, c'est la connaissance de soi. Alors moi, les arts martiaux que j'enseigne, c'est du combat, c'est du MMA. Et en fait, en termes de connaissance de soi, quand tu te prends une raclée, il n'y a pas mieux, quoi.
t'es remis à ta place et tu peux pas te mentir et t'es honnête avec toi-même. Et quand t'es bon et quand t'es mauvais en fait. Et tu reconnais que bah là, j'étais hyper mauvais, j'ai fait plein d'erreurs. Et là, le gars, en fait, je me méfiais pas de lui, il a l'air moins fort que moi, mais en fait, il est meilleur que moi et je le reconnais et je suis à ma place et je suis humble, etc. Et je me En gros, on vois peut pas progresser tricher, quoi. après, On peut pas tricher. l'humilité, on peut pas tricher exactement. Et donc, on apprend à se connaître, on apprend à faire peur, à faire face à ses peurs, à faire face à ses blocages, à ses freins. On apprend tout ça, on apprend la résilience, on apprend l'endurance, on apprend à maintenir sa motivation. C'est toujours pareil, hein, on est toujours motivé globalement quand on fait à peu près toutes les activités. Euh, les arts martiaux, c'est un peu difficile des fois. Et en fait, comment on fait pour tenir le coup, quoi? Comment on fait pour s'entraîner? euh, Alors, en ce qui me concerne, je me suis entraîné tous les jours pendant plus de 10 ans. Comment tu fais pour t'entraîner une, deux fois par jour, quoi qu'il arrive, quoi? Comment tu fais pour t'entraîner pendant 25, 30 ans non-stop? Donc tout ça, c'est vraiment des thématiques importantes pour l'éducation, par exemple. Super. Bah, écoute, bah, je te laisse le mot de la fin, si tu as quelque chose à dire. Non, bah alors du coup, merci beaucoup de m'avoir laissé un petit peu de temps. Moi, le mot de la fin, c'est que on a beaucoup parlé de l'éducation nationale et je suis pas du tout là pour critiquer ou pour donner des conseils à qui que ce soit. Moi, je suis là pour témoigner d'un autre système qui existe. Je pense qu'il est excessivement vertueux, qui fonctionne très bien, qui a fait ses preuves. Epitech, aujourd'hui, on a plein d'alumni, on a plein d'anciens étudiants qui sont sur le marché du travail, on a plein de retours d'entreprise qui sont tous extrêmement positifs. Les étudiants qui sont sortis d'Epitech sont dithyrambiques sur le modèle éducatif. Et je pense que c'est un système qui fonctionne extrêmement bien. Et je serais vraiment très content que d'autres personnes dans d'autres environnements puissent s'inspirer de ce système-là, de cette pédagogie-là, pour en faire quelque chose. Super. Bah, écoute, Pierre-Robert, j'étais ravi de t'avoir en interview et puis Avec plaisir. j'espère que tu en refaire une, quoi. Bah, avec plaisir. Merci beaucoup, Omar. Merci à toi.